Monsieur le maire adjoint, représentant monsieur le maire de Grenoble, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour le 40e anniversaire du CDFF, 40 ans d'action au service de l'autonomie et de la promotion des femmes. Merci à la ville de Grenoble de nous accueillir dans ce lieu culturel emblématique. Le thème de cette soirée s'est imposé à nous à partir des constats faits au quotidien par notre association. Ces constats interpellent notre conception du féminisme, une démarche humaniste fondée sur un idéal de justice et de réalisation des êtres humains, mais aussi une démarche politique qui recherche l'égalité, la liberté et la dignité des femmes. Nous avons la satisfaction d'engager un débat avec des personnalités qui porteront sur l'égalité un regard transversal dans une société en pleine mutation. L'égalité entre femmes et hommes est une pierre d'achoppement en France, mais aussi dans le monde entier. La non-considération de cette égalité, notamment dans le domaine professionnel qui nous intéresse ce soir, est le signe d'une société repliée sur ses conservatismes, ancrée dans des mentalités d'un autre âge. De nombreuses inégalités professionnelles et familiales trouvent leur source dans les stéréotypes de genre auxquels les femmes sont confrontées en permanence. J'évoque ici les choix d'orientation professionnelle subis, l'éviction des femmes de certains secteurs et de certains emplois, la difficulté pour beaucoup d'entre elles à faire preuve d'ambition par manque de confiance en soi. L'enjeu de l'égalité professionnelle est à la fois économique et sociétal. Les emplois féminins dominent traditionnellement dans certains secteurs, comme celui du social ou de l'associatif. Ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur parce qu'ils mobiliseraient des qualités présumées naturelles chez les femmes. Il n'est de compétences professionnelles dans la société que lorsqu'elle est acquise, et si possible, par un diplôme. En outre, ce sont des métiers qui, pour une grande part, sont financés sur fonds publics. À l'heure des réductions budgétaires, les années à venir risquent d'être dures pour l'emploi des femmes. Peut-être faut-il changer de lunettes et oser porter un regard de genre sur les conséquences de ces réductions des dépenses publiques. Les femmes doivent être encouragées à aller vers d'autres métiers. La mixité des métiers peut être regardée comme un facteur de croissance, un facteur de performance. Bien sûr, il faut se remettre d'accord sur ce que l'on entend par performance. La non-mixité des métiers limite les viviers de compétences, alors même que les entreprises ont de la peine à recruter. Mais cette idée n'est pas encore dans les esprits, y compris des professionnels de l'orientation. Je n'en veux pour preuve que les sessions de mobilisation sur l'élargissement des choix professionnels, organisées pour les professionnels de notre région par les acteurs publics régionaux, restent désespérément vides. Pour celles qui sont déjà en activité, il faut qu'elles puissent valoriser pleinement leurs compétences et en tirer profit, au même titre que les hommes, tant en évolution professionnelle qu'en matière de salaire. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises sur la question de l'égalité depuis les années 80. La loi du 4 août 2014 est une loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Pour en avoir étudié un certain nombre au cours de ma vie professionnelle, celle-ci est la première qui affiche une dimension transversale à cette question de l'égalité. Une égalité, notamment professionnelle, à laquelle les femmes aspirent et qui est bien longue à se concrétiser. Je remercie nos intervenants qui vont se succéder à la tribune et vous tous qui vous nous avez rejoints pour cette soirée d'anniversaire. Nous allons engager le débat, mais avant d'échanger avec vous, nous allons vous projeter donc, le film qui a été réalisé donc, en ouverture de cette soirée donc, sur ce thème qu'est l'égalité professionnelle, atout ou contrainte pour l'entreprise. Je vous remercie. Je voudrais d'abord souhaiter un bon anniversaire à la présidente, puisque c'est son anniversaire ce soir, l'anniversaire de cette association importante. Vous l'avez compris, la discussion, le débat de ce soir, on va s'interroger réellement pour savoir est-ce que l'égalité professionnelle est un atout, est-ce que c'est une contrainte pour l'entreprise. On a vu des témoignages, Schneider, Elisser, le CEA, le DIMEC,
la mairie de Grenoble, la métro, le conseil départemental, le cabinet VBA dirigé par le sémillant Franck Benamou qui est avec nous, des collectivités aussi qui n'ont pas témoigné dans le film, qui s'engagent sur cette voie-là. Je remercie Jean-Damien Mermillon-Blondin d'être présent. C'est le maire de Coran, un cabinet qui est quasiment 100% féminin. Donc il y a des actions qui sont prises et on va en parler très concrètement ce soir. Il y a un philosophe écossais du XVIIIe siècle qui s'appelait Hume, qui disait que la France était la patrie des femmes. Là aussi, on va voir si on est encore dans le cadre de cette formule, si on a dépassé des espérances et si cette formule reste vraie. Je vais demander à 3 personnes qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée, par la richesse de leurs témoignages, parce qu'ils ont des profils différents, de me rejoindre. Je vais demander à Elisabeth Doutre, à Philippe Frémaux et à Thierry Grange de me rejoindre, et vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Alors tout ça est très bien organisé, il y a des micros, il y a de l'eau, monsieur Frémaux, il y a des chaises, tout va bien. Elisabeth Doutre, bonsoir, vous êtes psychosociologue d'entreprise, maître de conférence HDR émérite à l'université Pierre Mendès France. Avec vous, on va planter le décor, on va parler tout à l'heure. On l'a vu, il y a une volonté, il y a des actions qui sont prises. On va voir dans la réalité si on en est bien là et si avec vous, on ne peut pas quand même parler d'une certaine forme de discrimination. Avant cela, une question d'actualité. On a beaucoup parlé à la fin de l'été de la réforme du Code du travail. Pas un mot sur l'égalité homme-femme, pas un mot sur cette volonté de réforme. Comment vous l'interprétez? Alors, je vais m'occuper de tout. Vous allez voir. Je vous ai... C'est normal. Mais vous rigolez. Mais... Des choses comme ça. Voilà. Là, ça va bien se passer. Normalement, là. Voilà, merci. Là, ça marche. Il y a des choses qui ne sont pas du domaine féminin. Je reconnais. Moi qui suis chercheur, si vous voulez, sur la question du genre. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il a vaguement parlé, monsieur, de discrimination. Il y a une discrimination et mon boulot, ça a été de partir à la recherche de cette discrimination dans les relations entre les hommes et les femmes, dans le monde du travail plus particulièrement. Alors, je me suis intéressée aussi dans mon parcours de chercheur à la question de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire des femmes en situation de gouverner dans les organisations. Bon, on y reviendra peut-être si on a 5 minutes. Alors, pour revenir à la question. Voilà, vous me posiez la question, pourquoi rien dans le Code du travail? Mais parce que déjà l'année dernière, il y a eu la grande réforme de la loi d'égalité professionnelle qui est sortie en 2014, avec les décrets d'application qui ont été votés en 2015, et qui a dû faire l'objet d'un certain nombre de négociations dans sa mise en œuvre dans les entreprises, puisque la loi exigeait des entreprises qu'il y ait une négociation d'évaluation, de remise à niveau programmée sur plusieurs années, lorsqu'il y avait des différences de salaire entre les hommes et les femmes dans les entreprises, au même moment que les négociations salariales. Alors, donc, juste une chose, ça a l'air pas compliqué quand même, à partir du moment où vous êtes ou Premier ministre ou ministre du Travail, de dire, bon, on y va, on change les choses. Et c'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé, parce qu'il n'y a pas simplement une volonté ou une vocation, il y a des textes, il y a des lois, mais apparemment, tout le monde s'en fout. Voilà. Alors, on a voté des lois depuis 1980, on n'a pas arrêté de voter des lois concernant l'égalité professionnelle, qui n'ont jamais été appliquées. La dernière, est-ce qu'elle est appliquée à proprement parler? Il y a des éléments dans cette nouvelle loi qui sanctionneraient les entreprises, notamment celles qui veulent candidater aux appels d'offres publics, qui doivent se présenter avec un diagnostic donc égalité, un plan d'action avec des actions, des indicateurs sur 3 ans. Et le texte de loi prévoit que si elles se présentent sans ces documents, elles ne seront pas retenues. Bon, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a très peu de choses là-dessus. Les journalistes sont très peu intéressés, finalement, par cette question très émergente du genre. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un vœu pieux. Alors, justement, et je vais vous faire une grande preuve de confiance, je vais vous laisser la parole pour un moment tout à l'heure. Simplement, une dernière question. La théorie sur l'égalité, on en est encore à la théorie où on est rentré dans la pratique, où l'écart est encore très très important entre la théorie et la pratique? Écoutez, l'INSEE 2014 a pu montrer qu'il existait encore 27% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. 2014. Bon, tout salaire confondu.
Évidemment, si on prend les cadres, la différence est moins importante, mais il y a toujours cette différence. Alors, le salaire, c'est quand même l'indicateur de suivi qui permet de mettre en évidence cette inégalité. Ce n'est pas la seule chose, puisque l'inégalité, elle se vit au quotidien. Il y a effectivement l'inégalité de salaire, mais il y a toute l'inégalité, qui a été dit d'ailleurs très bien dans le film, la promotion, la gestion de la carrière, la reconnaissance, la possibilité pour les femmes d'être sur des postes de manager, voire sur des postes littéralement de dirigeants, ce qui est très difficile pour elles aujourd'hui. Madame Douche, je vais vous laisser ma place pour un instant. Vous allez nous faire une présentation qui est finalement le cœur de votre métier et de vos recherches. Je vous remercie. Donc j'espère que je ne vais pas raser le public, parce qu'on m'a dit d'être très très rapide. Voilà, donc si vous voulez, moi mon thème de recherche, c'est de m'intéresser à cette question des relations entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Le but étant d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on a des difficultés dans ces relations entre les hommes et les femmes, et ensuite d'essayer d'identifier quels seraient les chemins possibles pour améliorer cette égalité professionnelle qui est l'objet donc de la loi, mais qui est l'objet, j'allais dire, finalement de tout être humain au travail. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la question du genre, on va dire le genre masculin ou féminin, qui se différencie du sexe féminin masculin. Si vous voulez, la différence c'est quoi? Le sexe, tout le monde le sait, c'est lié à nos hormones. Le genre, c'est lié à notre identité. On a une identité de femme ou on a une identité d'homme. Et c'est pas pour autant, parce qu'on est une femme avec des hormones féminines, qu'on aura nécessairement une identité féminine. Ça s'est vu dans la littérature. On peut avoir, si vous voulez, selon l'éducation que l'on va recevoir, un phénomène de construction identitaire inversé. On sera une femme, mais d'identité masculine. C'est ce qu'on a appelé à une époque les garçons manqués. Ou on sera un homme à identité féminine. C'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps un homosexuel. Bon, donc ça veut dire que les gens qui ne sont pas conformes à leur sexe, d'un point de vue identitaire, vont être mal vus. C'est ce qu'on appelle la discrimination. Donc ça, c'est un premier volet, si vous voulez, ce qui a fait que les parents, intuitivement et de manière totalement inconsciente, veulent avoir des enfants qui vont être bien vus, des enfants qui vont être normés. Donc un garçon, il doit être viril, il doit avoir une identité masculine, donc il doit être autoritaire, il doit être, si vous voulez, agressif, il doit être dominant. Et la fille, elle, qu'est-ce qu'elle doit être? Elle doit être, si vous voulez, féminine, c'est-à-dire sensible, elle a peur des souris, elle porte une jupe, elle a des attitudes, si vous voulez, très, j'allais dire, voilà, chochotte. Une femme, elle est chochotte. Un homme, il est viril. Donc ça, si vous voulez, c'est dans l'inconscient collectif que c'est véhiculé. Et malheureusement, ça norme notre éducation. Et cette éducation, elle s'appuie sur, si vous voulez, un autre élément qui est historique, qui est la religion. Notamment, nous, en Occident, nous sommes tous principalement issus, et on va dire, on est issus d'une culture monothéiste, les trois grandes religions monothéistes, qui finalement, si on les regarde, j'ai pas le temps ici de détailler, disent la même chose, à savoir que l'homme est dominant, et la femme est dominée. L'homme est un guerrier, la femme est faite pour enfanter les guerriers. Donc dès le moment où ça est posé, il est clair que les chemins, si vous voulez, vont être tracés dans la vie et dans la manière dont on va éduquer les garçons et les filles. Et la société ne fait que relayer par des normes sociales, des lois, qui ont été votées petit à petit, finalement, ce constat, si vous voulez, immuable qui vient de l'ère des cavernes. Alors, dans l'ère des cavernes, on peut dire quel était le rôle de l'homme? Il allait chercher à manger et il défendait la tribu. Et quel était le rôle de la femme? Elle enfantait et elle s'occupait des enfants. Voilà, elle faisait la cuisine. Donc, on a là la première division du travail. Bon. Donc, cette division du travail qui remonte et que l'on subit, que l'on transmet à travers, j'allais dire, les générations, c'est ça qui est à l'origine, finalement, tout du moins tel que dans ma discipline, on l'identifie, qui est à l'origine de la différence de représentation que l'on a dans notre société entre les hommes et les femmes. Alors, dès le moment où vous posez qu'une femme doit être féminine, si vous tombez sur une femme qui veut faire carrière et qui veut occuper un métier dit masculin, un métier de chercheur en physique, un métier d'ingénieur,
un métier de chef d'entreprise, eh bien, nécessairement, ça va déplaire. Et elle va activer, non seulement chez les hommes, mais elle va activer aussi chez les autres femmes qui estiment qu'une femme n'a rien à faire dans ce genre de métier. Elle va activer, si vous voulez, un comportement sexiste, discriminant, agressif, qui va avoir pour but de la remettre à sa place. Alors je vais vite, hein, parce qu'on m'a demandé d'être rapide, donc je vais vite. Alors, vous avez vu, je suis détendu. Hein. Voilà, donc si vous voulez, ce phénomène d'éducation, parce que de manière totalement inconsciente, quand on dit à son fils, enfin, tu vas pas pleurer, t'es pas une fille. Et si on dit à sa fille, enfin, tu vois comment tu as tiffé, tu vas pas plaire à un garçon, là, tout de suite, on fige, on pose. Si vous voulez, on construit des identités chez nos enfants de manière totalement inconsciente, et nos enfants vont s'inscrire dans la parole des parents, et cette parole va être relayée de toute façon ensuite par la parole des éducateurs, et ensuite, quand ils sont adultes, par la parole, j'allais dire, dans le monde du travail. Donc c'est quelque chose d'immuable, et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile de le combattre. Alors, retenons que cette discrimination, c'est-à-dire cette conception d'une différence identitaire entre les hommes et les femmes, donc d'une différence de place et d'importance entre les hommes et les femmes dans notre société, c'est tel que dans notre discipline on l'aborde, c'est donc le résultat de l'éducation tout d'abord, et cette éducation, elle est très souvent le fait des femmes. Donc c'est triste à dire, mais cette conception, j'allais dire, de la différence, elle est partagée par les femmes et elle est transmise très souvent par les femmes. Et finalement, les hommes ne font que recueillir quelque chose qu'ils n'ont pas particulièrement travaillé. Hein, donc ils ne vont pas cracher dessus, ils sont tout à fait contents. Hein. Donc la difficulté, c'est comment arriver à faire en sorte qu'un adulte qui est programmé, qui est éduqué, qui a construit une identité sur des normes sociales différentielles, comment cet adulte arrivait à, si vous voulez, casser un petit peu cette conception de cette dissymétrie entre les hommes et les femmes, des hommes dominants, des femmes dominées. Comment arriver à casser, si vous voulez, ce marquage cognitif que nous avons tous dû, en grande partie, à cause de notre éducation? Eh bien, c'était aussi le travail sur lequel j'essaye d'avancer, d'évoluer. Et là, je rejoins tout à fait les mots de notre présidente, qui a parlé de mixité. Hein, parce qu'effectivement, mélanger les genres dans les métiers, c'est une voie possible. Alors moi, j'ai fait plusieurs recherches que j'ai publiées sur ce sujet pour essayer de comprendre si on faisait travailler des femmes sur un métier masculin et des hommes sur un métier féminin, en mélangeant des hommes et des femmes à égalité, si vous voulez, de métier, pour les faire s'interroger sur la manière dont ils se comportent finalement dans des métiers inattendus. C'est une manière de casser le stéréotype et c'est une manière d'appréhender l'autre, d'arriver à mieux le comprendre. J'arrêterai là pour l'instant. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre à peu près de la même manière, c'est-à-dire assez franche. Est-ce que, à travers ce que vous dites, est-ce qu'on peut considérer quand même que les femmes ont mis toutes les chances de leur côté? Est-ce que tout a été fait pour que les choses soient bien entendues et bien comprises? Alors, déjà, des séances comme ce soir, des conférences, des colloques, des communications, c'est très important parce qu'il s'agit déjà de passer l'information, d'expliquer aux hommes et aux femmes, et principalement déjà aux femmes, pourquoi elles en sont là, pourquoi on en est toutes là. Et puis, essayer ensuite de faire adhérer. Parce que le problème de la formation, il y a des tas d'organismes, d'entreprises qui font de la formation aux stéréotypes. Alors, ils font des séances de formation, d'abord de l'encadrement, on forme les... mais personne n'est sexiste. Quand vous discutez avec les gens, vous êtes sexiste? Oh non, moi j'aime bien les femmes. C'est comme si on demande à quelqu'un s'il est raciste, mais personne n'est raciste. Je veux dire, socialement, c'est inacceptable d'être raciste. Donc, c'est pareil pour le sexisme. On n'est pas sexiste.
Donc c'est là la première des difficultés, c'est que passer de l'information, de la formation, etc., oui, c'est bien, mais ça ne donne qu'une petite couleur. Il faut agir sur les comportements. Alors, je vous pose encore deux petites questions avant de donner la parole à votre voisin. Deux petites questions assez concrètes. Vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs textes de loi, il y a quand même une codification assez claire sur cet aspect de la parité et de l'égalité, et tout le monde s'en fout. Et apparemment, ça n'a pas l'air de poser de problème à qui que ce soit. Comment vous expliquez que ces lois-là ne soient pas plus appliquées, surveillées et contraintes quand elles ne sont pas appliquées? Parce qu'on est au cœur même, si vous voulez, du problème de cette non-égalité. C'est que la femme n'a jamais intéressé personne qu'elle. C'est-à-dire la femme n'intéresse que les femmes. Malheureusement, dès le moment où... Alors la famille s'intéresse plus. La famille, oui, parce que la famille, c'est la transmission, puis il y a des enfants mâles dans la famille. Mais la femme en tant que telle, si vous voulez, on l'aimerait bien à la maison, au fourneau et allongée dans le lit, quoi. Elle gêne ailleurs. Donc, si on n'applique pas les lois, finalement, on s'en fout, ça fait rire. Ça fait rire. Moi, quand j'ai commencé mes recherches à l'université, dans mon laboratoire, sur la question des femmes, on ricanait. Alors, tes bonnes femmes, elles vont bien, etc. Bon, voilà. Donc, c'est faire évoluer l'état d'esprit avant tout. Juste une dernière question sur la contrainte. Il y a des élus qui sont là, M. Carroz, M. Mermillon-Blondin. La politique, alors les politiques, ils ont un peu réglé le problème. Ils ont dit on fait la parité. Alors aujourd'hui, c'est très emmerdant. Quand vous êtes en train de faire une liste, c'est très compliqué. Il faut aller chercher Mme Machin. Il nous manque une femme. Combien de fois on a entendu ça? Est-ce que c'est une bonne manière de mettre un peu de pression? La parité obligatoire. Alors, écoutez, il n'y a pas 100 manières de faire avancer les choses. Alors ça, c'est peut-être une manière de faire avancer. Encore faut-il arriver à le démontrer. Alors moi, par exemple, je vais démarrer à partir de janvier une étude, une recherche empirique sur le terrain sur l'évolution, qu'est-ce que la parité a apporté dans les conseils départementaux. Est-ce que les femmes ont plus de pouvoir qu'avant? Est-ce qu'elles exercent différemment? Est-ce qu'on leur donne des thèmes différents d'avant? Est-ce qu'on commence à les traiter à égalité? Ou est-ce que tout ceci est encore une fumée derrière laquelle se cache la non-évolution et la difficulté d'avancer? C'est très difficile parce qu'il faut lutter contre soi. Il y avait quand même 3 départements en France où il n'y avait aucun conseiller général féminin. Voilà. Donc la loi déjà, elle permet d'avancer. On ne va pas commencer à... Je suis d'accord avec vous. C'est un peu le sexe des anges, en l'occurrence. Alors, Philippe Frémaux, on va vous donner un micro. Non, mais attendez, on va suivre la chronologie des choses. Vous êtes éditorialiste pour le magazine Alternative économique qui consacre au mois de septembre l'intégralité de son numéro au sujet de ce soir. Je vous en conseille la lecture, je l'ai fait. Vous êtes chroniqueur pour France Info, pour France Culture, pour France 5. Vous avez travaillé et écrit sur la mondialisation. Vous avez été d'ailleurs récompensé pour votre livre La Nouvelle Alternative, consacré à l'économie sociale et solidaire en 2009. Vous avez écrit aussi un dictionnaire des mots de crise. Et plus récemment, ça prend une résonance particulière ici à Grenoble, un bouquin qui était consacré à la transition écologique. Et puis, il y a ce livre qui est important parce que finalement, il pose bien le sujet de ce soir. Ce sont les 20 idées reçues sur les métiers, l'emploi et le travail. Mais vous allez en parler. Ce soir, c'est aussi l'économiste qu'on reçoit à travers vous. Ma première question, elle est assez simple finalement, c'est de vous demander qu'est-ce que c'est que l'emploi occupé par les femmes aujourd'hui? C'est quoi ces emplois-là? Merci d'abord de m'avoir invité. Je rajouterai juste une ligne à mon CV, c'est que j'ai été également président en fait de la société coopérative qui est dite Alternatives économiques pendant une quinzaine d'années.
Et donc j'ai cédé la place en juin dernier à Camille Dorival, ce qui prouve qu'il peut y avoir aussi un peu d'alternance de genre à la tête des sociétés coopératives. Mais ça m'a aussi donné une expérience des problèmes de relations humaines, de ressources humaines et de gestion d'une entreprise avec tous les problèmes que vous avez soulevés. Donc, je trouve fondamentalement que les discours qui sont tenus depuis le début, peut-être parce que c'est un moyen de réactiver la volonté de lutter des larges masses, sont très négatifs. Sont très négatifs en ce sens qu'on a l'impression que rien ne change, que rien ne bouge, qu'il n'y aurait eu aucune évolution au cours des dernières décennies. Or, en fait, on est dans une situation qui est assez paradoxale. C'est-à-dire qu'on a à la fois une grande résistance de la division sexuée du travail, et en même temps, on a de fait une progression très significative avec un certain nombre de freins ensuite, qui sont ceux que vous avez décrits, pour toutes les raisons que vous avez décrites, hein, mais une progression très significative des femmes dans un certain nombre d'emplois. En gros, d'abord, la première chose à dire, c'est qu'on a quand même une montée très importante du taux d'activité féminin, puisqu'on est passé, aujourd'hui on est à peu près à 66% pour les 15-64 ans chez les femmes et 75% chez les hommes, mais l'écart est passé de 30 à 10 points en l'espace d'à peu près 40 ans. Donc, une évolution absolument spectaculaire. Aujourd'hui, 47% des emplois sont occupés par des femmes. La seconde chose, c'est qu'on a, en fait, la pénétration des femmes a accompagné les grandes transformations du marché du travail. C'est-à-dire que il y a plein d'emplois de services du tertiaire qui se sont développés, et en même temps, il y a aussi une montée des emplois qualifiés, des emplois qui nécessitent d'avoir une formation longue, et avec certains phénomènes de polarisation qui sont liés aussi au fait que la qualification réelle de certains métiers, notamment en France, n'est pas reconnue, et n'est pas reconnue notamment parce qu'elles sont très majoritairement occupées par des femmes. Alors, si on donne un petit coup de zoom, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a d'une part une surreprésentation persistante des femmes dans tous les métiers des services, du soin, ou qui s'occupent des enfants, et qui correspond de facto à ce que vous avez décrit, qui est que, en fait, c'est les emplois qui prolongent dans la vie professionnelle les qualités qui leur sont reconnues historiquement ou culturellement dans l'espace domestique. Donc, les métiers d'assistante maternelle, d'aide-soignante, d'infirmière, d'agent d'entretien, d'aide à domicile, d'employé de maison, de secrétaire, d'assistante, professeur des écoles, caissière, etc. Bon. Et en fait, vous voyez que sur en gros les 236 métiers qu'on peut identifier dans les nomenclatures que fait les services statistiques, vous avez quand même 20 métiers où vous avez plus de 80% de femmes. Alors, on a l'inverse en face, hein. Vous avez aussi 86 métiers où il y a plus de 80% d'hommes, notamment dans le bâtiment, dans l'industrie, et qui ne sont pas que des métiers hautement qualifiés. Je veux dire, la division sexuée du travail a vraiment la vie dure. Et alors, dans le même temps, on a quand même c'est là-dessus que je voudrais aussi insister, c'est que de fait, on a quand même une forte progression des femmes dans des professions qualifiées, très qualifiées, et pas seulement dans les professions où elles étaient historiquement majoritaires. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple toutes les professions d'études et recherche, hein, vous avez aujourd'hui 22% de femmes dans le stock, hein, je veux dire. Mais si on regarde la progression, c'est des professions qui se développent assez fortement. Mais si on regarde la progression sur les 5 dernières années, vous avez plus 45% de femmes et seulement plus 25% d'hommes. Si vous prenez un truc comme la maintenance ou le contrôle qualité dans l'industrie, c'est vraiment des trucs de mecs. Bon. Et on a de plus en plus de femmes dans ces métiers. Profession juridique, profession de la communication, elles sont 65%. Corps médical, maintenant, c'est 52% chez les jeunes médecins. Ingénieurs et cadres techniques, profession très masculine. De fait, elles sont 14% chez les publics plutôt âgés, mais chez les jeunes, on en a 28%. Alors 28%, on n'est pas à la parité, mais il y a une rupture historique évidente qui fait que, de fait, on a cette progression. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, les écarts de salaire restent ce que vous avez décrit, et on a quand même là un problème évidemment majeur, d'autant plus qu'effectivement, vous voyez, on dit parfois pour minimiser les écarts de salaire, on dit ah oui, mais c'est parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes professions. Mais c'est aussi parce que les professions occupées par des femmes, et je pense notamment dans toutes les professions du soin,
sont des professions qui ne sont pas reconnues socialement à leur valeur parce que c'est des professions qui sont supposées finalement des choses qu'on pourrait faire quasiment bénévolement, parce que c'est ce qu'on fait finalement dans l'espace domestique sans être reconnu pour ce métier. Alors, je reviendrai sur ce sujet de la féminisation, entre guillemets, d'un certain nombre de professions avec Thierry Grange. On verra tout à l'heure si ça a un rapport aussi avec la formation. Je voudrais qu'on parle avec vous d'une notion qui est importante à vos yeux, et les faits démontrent que vous avez raison de vous y intéresser, c'est cette notion de performance économique. On s'aperçoit finalement aujourd'hui que c'est un critère de performance économique que la féminisation de l'entreprise et que la féminisation d'un certain nombre de fonctions managériales dans l'entreprise. Ça se mesure. Il y a une étude récente qui a été faite par Crédit Suisse qui démontre quand même qu'un certain nombre d'entreprises cotées en bourse sont aujourd'hui aux mains des femmes et plus performantes. Comment on peut expliquer et parler ensemble de cette notion de performance économique et quel est le critère ? Vaste sujet, vaste sujet. Eh ben, allons-y. Alors, je pense, d'une part, la notion de performance économique et la façon dont vous avez posé la question introduisait déjà cette idée avec l'idée du cours de bourse, peut être vue à différents niveaux. Il y a un premier niveau qui est effectivement la façon dont, avec le développement du capitalisme actionnarial tel qu'il s'est développé au cours des dernières décennies et avec les ravages que l'on connaît, qui consiste à regarder quelle est la valeur créée pour l'actionnaire et quels sont les profits au next quarter, c'est chaque trimestre après trimestre. Et puis, on peut en prendre une exception différente, qui est plus d'avoir d'abord une critique sur la validité de cette logique court-termiste, du point de vue strictement économique, parce que la valeur d'une entreprise, c'est pas forcément ce qu'elle fait tout de suite, mais c'est sa capacité à être encore là dans 5, 10, 20 ans. Et puis aussi, on peut aussi se poser la question, du point de vue citoyen, si la vraie performance d'une entreprise, je pense à ça aux travaux qu'ont pu faire Blanche Segrestin et Armand Hatchwell dans Refonder l'entreprise. Si la vraie performance de l'entreprise, ça ne devrait pas être plutôt la performance globale eu égard à l'ensemble des parties prenantes de la société dans laquelle cette entreprise évolue. Donc, à la fois, évidemment, les actionnaires, ils ont apporté du capital, ils doivent être rémunérés, mais aussi les salariés, la communauté, les territoires, sa capacité aussi à prendre en compte les externalités que provoque son activité, pour parler un jargon d'économiste, en particulier les dégâts sur l'environnement. Alors, moi, je vais plutôt me placer dans cette seconde perspective. Alors, on peut dire un mot sur est-ce que les entreprises dirigées par des femmes sont plus efficaces. Alors, comme l'a fait la présidente de l'association dans sa courte introduction, moi je me méfie toujours des problématiques qui tendent à essentialiser les femmes pour leur prêter des qualités féminines liées à leur genre. C'est vrai que dans le film introductif, bon, il y avait des femmes qui disaient « Ah ben nous, on est plus ceci », et des hommes qui disaient « Ah, elles sont plus cela », etc. Bon, disons que j'ai une certaine méfiance, parce que le miroir de ces qualités particulières, c'est aussi le miroir qui leur assigne des qualités, qui les désigne précisément pour occuper les emplois dans lesquels elles sont très souvent. Et comme le dit Dominique Meurs, on a un plafond de verre, mais on a aussi un plancher collant, et qui est très collant pour un grand nombre d'emplois féminins. Donc j'ai une certaine méfiance. En revanche, ce qui est vrai, c'est compte tenu des contraintes dans lesquelles les femmes vivent, elles peuvent avoir, pour des raisons socioculturelles, alors, qui sont aussi le sous-produit des stéréotypes dont vous avez parlé, mais elles peuvent aussi avoir des comportements différents qui sont liés aux valeurs qu'on leur a transmises et aux contraintes spécifiques qu'elles persistent à subir dans les autres sphères de leur existence. Donc, quand vous avez la double journée de travail, eh bien, vous ne fixez pas des réunions à 18h30 qui sont mal préparées, qui servent à rien et dont le seul but est quand même de permettre à ces cadres hommes de rentrer à la maison quand les enfants sont couchés. Vous avez aussi une certaine capacité parfois. Vous avez parfois une certaine capacité. Non, c'est trop facile pour moi là. Donc là, le mec sympa à la tribune. Non. Déjà, on est 3 mecs sur 4, ça fait un peu désordre. Alors
Donc, l'autre aspect, c'est que de fait, vous allez avoir une capacité, mais ça a été dit très, très justement dans le film par une des femmes qui parlait, parce qu'il est quand même très sympa, le film. Et qui disait que les femmes, c'est la blague classique, on dit les hommes ne sont pas capables de faire deux choses à la fois, les femmes sont obligées d'être capables de faire plusieurs choses à la fois, sinon elles meurent. Donc, pour elles, c'est une obligation de survie. Bon, cela dit, il ne faut pas non plus trop se dévaloriser. Moi, je fais la cuisine à la maison, je suis capable de surveiller ce qu'il y a dans le four, les trucs qui rissolent à la poêle et de dresser les assiettes pour les hors-d'œuvre. Donc, ça va. Vous êtes un héros. Bon. Alors, c'est déjà pas mal. Bon. Alors maintenant, je me suis quand même amusé, parce que j'avais vu les questions, à regarder un peu si les femmes dirigeantes, parce qu'on aime bien quand même avoir des femmes qui soient des grandes dirigeantes, dans le top 20 de Wall Street ou du CAC 40, est-ce qu'elles sont meilleures? Le problème, c'est qu'en pratique, elles s'inscrivent quand même dans les règles du système. Et certaines vont réussir, d'autres moins. Mais je ne pense pas qu'il y a vraiment une spécificité féminine. J'ai fait un petit tour ce week-end en cherchant. Vous regardez, on est dans la ville quand même où historiquement il y a une entreprise importante d'origine américaine qui s'appelle Hewlett-Packard. Je pense même que certains édiles locaux ont exercé des responsabilités dans cette entreprise dans le passé. Et Hewlett-Packard, ça a été longtemps dirigé de 1995 à 2005 par Carly Fiorina, qui est à l'heure actuelle d'ailleurs candidate aux primaires républicaines. Bon. C'est quand même une femme assez efficace. Elle a licencié 30 000 personnes après la fusion HP Compaq. Est-ce que c'est typiquement féminin de licencier 30 000 personnes? Je m'interroge. Bon, peut-être. Bon, peut-être qu'un homme, on en aurait licencié seulement 29 500 ou peut-être 39 800. Bon, voilà. Vous voyez. Bon, ensuite, je peux continuer la liste. Meg Whitman, qui a été Chief Executive Officer, de PDG d'eBay de 98 à 2008, qui maintenant est chez HP, qui a été candidate en même temps au poste de gouverneur de Californie en 2009 contre Jerry Brown, mais qui a été battue. Bon, elle a dépensé 140 millions de sa cassette personnelle dans cette campagne électorale, ce qui fait $57 par voix qu'elle a obtenue, c'est quand même pas mal. Donc, de ce point de vue-là, il ne semble pas qu'elle avait une pratique politique extrêmement différente de la pratique américaine, et je ne parle pas ici par charité pour les femmes de Sarah Palin. Bon. Donc, je pourrais continuer l'exemple avec Patricia Russo, avec Marie Barra, qui est PDG de General Motors depuis janvier 2014, qui fait l'objet d'une polémique, puisqu'on a mis en scène à GM toute une série d'actions de bienfaisance qu'elle a fait auprès de toute une série de bonnes œuvres, au même moment où General Motors était accusé d'avoir caché le fait qu'un certain nombre de défauts sur ces entreprises qu'ils n'avaient pas envie de rappeler parce que ça allait coûter très cher, étaient en train d'entraîner la mort de plusieurs dizaines de personnes. Donc, je ne dis pas que les femmes, sont, à mon avis, qui sont des grandes dirigeantes, ne sont ni meilleures, ni moins bonnes, ni plus gentilles, ni moins gentilles. Elles font le job avec les mêmes difficultés, les mêmes contraintes. Certaines s'en sortent bien. Elles sont, rassurez-vous, quand elles sont virées, très bien rémunérées. Elles ont aussi des parachutes dorés. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que le fait que des femmes accèdent à ces niveaux de responsabilité est à la fois une bonne nouvelle parce que ça montre qu'elles peuvent y arriver et que pour ceux qui en douteraient encore, des femmes peuvent exercer de très hautes responsabilités. Dans le même temps, c'est aussi une mauvaise nouvelle dans la mesure où ça montre aussi que vous avez une minorité de femmes surdiplômées qui nourrissent les mêmes ambitions que les mâles dominants, avec les mêmes relations souvent à la cupidité. Et ça permet de faire oublier que le plafond de verre existe encore bel et bien et que les problèmes majeurs qui se posent au niveau de l'emploi féminin ne sont pas forcément uniquement le fait d'accéder à ces postes de prestigieux de dirigeants du CAC 40 ou de Wall Street, mais au fond, ce que vivent l'immense majorité des femmes. Mais j'ai déjà été long, donc si vous voulez me reposer une question là-dessus, j'y répondrai volontiers. Oui. Je vous en prie, complétez. Si c'est possible, je voudrais compléter sur cette question de l'efficacité ou non des femmes. Là, je vous rejoins quand vous parlez des qualités. En fait, les qualités des femmes, ce sont des stéréotypes, ce qu'on appelle des stéréotypes, qui sont issus de notre éducation et de nos représentations sociales. Par contre, ce qui a été étudié, toujours dans ma discipline, c'est en termes de comportement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si la femme chef se comporte de la même manière que l'homme chef. Alors, elle est issue des mêmes écoles, donc elle a appris les mêmes choses.
C'est un manager comme un manager homme. Donc, elle a les mêmes référentiels en matière, si vous voulez, d'économie et de marketing. Donc, c'est normal qu'elle applique les mêmes schémas. Par contre, là où on a trouvé quelque chose qui va se différencier, c'est sur le plan du management des équipes. Et là, si vous voulez, des recherches, notamment américaines, qui ont été reprises en France récemment, donc les américaines datent des années 2005, en France ça date de 2012, on a pu montrer qu'une femme, si vous voulez, va exercer son pouvoir de manière égalitaire avec ses collaborateurs, alors qu'un homme l'exercera plutôt de manière équitable. C'est-à-dire l'équitabilité, c'est traiter les gens en fonction de leurs résultats. Donc là, c'est une première différence qu'on a identifiée de manière significative. Et la deuxième, c'est que la femme a plutôt un style de communication et d'animation de ses équipes participative, alors que l'homme l'aurait plutôt de manière directive. Voilà, donc là, on a des différences sur le plan des comportements qui peuvent expliquer pourquoi, dans certains cas, eh bien, le fait de traiter équitablement de manière égalitaire ses collaborateurs et de les faire participer, ça permet d'obtenir plus de performance. Mais ce n'est pas nécessairement lié au fait d'être une femme. Philippe Frémaux, je reviens avec vous sur cette question des grands dirigeantes de Wall Street ou du CAC 40. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, quelque part, un message qui est envoyé sur le c'est possible? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une femme à la tête du FMI, vous avez cité Carly Fiorina et Meg Whitman, vous avez deux femmes aujourd'hui qui sont plutôt bien placées pour la présidence des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un message qui est envoyé, je ne dis pas sur une féminisation de la société, mais sur c'est possible et vous avez votre place et un rôle à jouer? Non, mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, de fait, ça, c'est la bonne nouvelle. Et il ne s'agit pas de revenir là-dessus en se disant c'était mieux avant quand il n'y avait pas de femmes qui dirigeaient les entreprises. Mais pour des gens qui... excusez, moi, je suis d'une génération qui a appris le féminisme à coup de pied dans le cul dans les années 70, bon, qui m'a quand même amené à réfléchir un peu. Pour les gens qui se posent la question depuis longtemps de la question de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, dire on ne peut pas se satisfaire uniquement du fait qu'il y a un certain nombre de femmes qui deviennent présidentes de très grands groupes. La vraie question, à mon sens, c'est également d'être capable, pour l'ensemble des femmes, de penser, si on veut vraiment aller vers l'égalité professionnelle, le problème de l'égalité professionnelle n'est pas seulement quelque chose qui concerne la sphère du travail. C'est aussi quelque chose qui concerne une nouvelle articulation entre le temps de travail et les autres temps de la vie, pour les hommes et pour les femmes, et qui permettent effectivement que cette division sexuée du travail qu'on voit dans l'espace professionnel, mais qui est aussi bien souvent le reflet de la division sexuée du travail dans l'espace domestique, soit effectivement diminuée. Parce que, de fait, je pense que c'est une question essentielle si les femmes veulent réussir, mais c'est aussi une question de mieux vivre pour tout le monde, y compris pour les hommes, en tout cas les hommes qui le souhaitent. Et même si ça peut faire peur à certains. Et de ce point de vue-là, je pense que la réussite, vous savez, de certaines femmes à des postes de très haute responsabilité, avec les contraintes qui, dans cette société, sont liées à ce type de poste, et pas seulement à des niveaux très élevés. Aussitôt que vous commencez à monter dans la hiérarchie, et aussitôt aussi que vous avez des emplois très difficiles. Vous savez, la femme immigrée qui nettoie des bureaux de 6h du matin à 8h du matin avant que les gens arrivent, ou de 7h à 9h du soir, et qui, de fait, ensuite doit retourner dans sa banlieue, trouver son gamin Bon, elle aussi, elle vit des situations qui sont extrêmement difficiles. Et donc, je dis la réussite des femmes dans le domaine de l'emploi, elle suppose aussi qu'on soit capable d'avoir des transformations de notre société qui fassent que la maternité et la paternité soient des choses qui soient reconnues comme normales, qu'il n'y ait pas d'inquiétude là-dessus. Quand je vois, par exemple, qu'il y a des sociétés dans la Silicon Valley qui ont proposé aux femmes de congeler leurs ovaires de telle manière qu'elles puissent avoir leur maternité plus tard, et qu'il y a même eu des gens assez cons pour dire « Ah, bah, quelle mesure progressiste, c'est des modernes ». Bon, alors qu'on est en plein, justement, dans la négation totale du droit, effectivement, à avoir des enfants au moment où on le souhaite, on a quand même des choses qui sont graves. Et de ce point de vue-là, moi, j'insiste sur le fait que
la place du travail dans nos vies doit être définie. Je pense aux travaux de Dominique Méda en France, de Juliette Shore aux États-Unis, et que derrière ça, de fait, on ne peut pas uniquement s'abriter, je pense pour tous les emplois cadres, sur le fait qu'on va résoudre les problèmes de la répartition des tâches domestiques en recrutant un personnel de service à la maison. Et de fait, on s'aperçoit bien que la carrière des femmes cadres, elle suppose, dans des pays comme la France où les exigences horaires sont ce qu'ils sont, d'avoir effectivement à la maison la femme de ménage qui va remplir une partie des tâches domestiques, et c'est la solution pour avoir la paix dans le couple. Si vous prenez un pays comme la Suède, à l'inverse, en Suède, par exemple, il n'y a pratiquement aucun personnel de maison. Et de fait, les horaires de travail sont mieux respectés, mais vous avez aussi des systèmes de garde collective qui permettent de concilier l'exercice de responsabilité et aussi une vie de famille normale pour les mamans comme pour les papas. Philippe Frémaux, une dernière question, une réponse courte de votre part. Parce que ça, c'est difficile. Il faut qu'on libère la salle à 20h, je crois, si j'ai bien compris. L'égalité professionnelle, est-ce que c'est un levier du développement économique et de la performance économique? Est-ce un levier de développement, l'égalité professionnelle? Mais je crois que ma voisine a bien répondu. Alors on pourrait discuter à l'infini de savoir si c'est justement le reflet des stéréotypes qui donnent ces qualités, enfin de la culture des femmes qui leur donne ces qualités particulières. Mais c'est vrai que je pense qu'une entreprise qui a un management qui est plus coopératif, qui n'est pas un management seulement d'équité, management plus participatif, plus coopératif, plus égalitaire, peut être une entreprise, surtout aujourd'hui dans des entreprises où on fait de plus en plus appel à l'intelligence des gens parce que les choses ont changé, peut être un facteur d'efficacité. Alors, ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas avoir un discours bisounours sur ces questions en disant que celui qui est gentil est plus efficace. C'est plus compliqué que ça, parce que vous avez aussi plein de formes d'entreprises qui sont marquées par du néo-taylorisme, notamment dans le tertiaire. Je veux dire, quand vous voyez comment sont gérés les centres d'appel, que ce soit des hommes ou des femmes qui répondent, vous voyez comment est géré certaines entreprises dans la restauration rapide, etc. Bon, il y a peut-être des réunions très égalitaires, mais le climat général est quand même un climat où ça rigole pas vraiment et ça les empêche pas de faire beaucoup de profit. Merci beaucoup. Thierry Grange, vous êtes... alors, vous m'avez dit, je n'étais pas enseignant, mais enfin, vous êtes quand même proche de l'enseignement et globe-trotteur. Vous avez parcouru le monde longtemps, souvent, beaucoup. Vous présidez aujourd'hui le conseil stratégique de GEM et vous avez été patron de cette école et le doyen. D'abord, parce que vous avez beaucoup voyagé, vu beaucoup d'économies différentes et de pays différents, quand on regarde objectivement sur ce sujet-là, la France, on est en avance, on est en retard, on est dans les clous, on est où? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. D'abord, merci aussi de m'avoir invité, même si sur le plan scientifique, j'ai encore beaucoup à progresser comparé à mes deux collègues. Par exemple, je ne sais pas résoudre et répondre à des questions qui commencent par les femmes. C'est une généralisation qui m'est assez difficile, comme d'ailleurs les Belges, les Noirs, ou je ne sais pas. Je pense ça fait beaucoup de gens et je ne sais pas si on peut raisonner avec une telle masse de personnes. Mais non, on va... Oui, surtout les Belges. Alors, on va faire une exception. Alors, est-ce que la France est en avance ou pas? Si on reprend les chiffres qui ont été donnés sur le taux de femmes au travail, par exemple, la France est un pays, ça a déjà été dit, mais j'aime bien le répéter, est un pays en avance sur les autres, surtout si on considère que Hegel avait raison et que le travail rend libre, si on considère que le travail est un phénomène émancipateur et libérateur. De ce côté-là, la France est un pays en avance. Puis les chiffres de 62% de femmes qui travaillent pour les âges compris entre 15 et 64 ans. Maintenant, bien entendu, dans la relation qu'il y a femmes-hommes d'une part, et puis à l'intérieur de l'entreprise et à l'intérieur d'ailleurs de toute forme d'organisation, là il y a beaucoup à progresser. Si on se compare par exemple à l'Europe du Nord, définitivement la situation est plus en avance. Nous sommes un vieux pays, comme disait le général de Gaulle, un pays latin indubitablement, même si français ça vient du Nord, puisque les peuples francs ne venaient pas de la Méditerranée, mais plutôt du côté de
la frontière de Tournai et autres. Mais, donc il y a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, la preuve, s'il y a un CIDFF, c'est bien qu'il reste encore beaucoup de problèmes d'égalité et beaucoup de problèmes de parité à faire respecter. Donc il y a encore beaucoup à faire, et en particulier, non pas seulement sur le plan de la loi, qui est indispensable si on veut progresser, non pas seulement sur le plan des quotas, qui est la seule méthode pour progresser, mais sur le problème des mentalités. Et les mentalités, c'est probablement de l'éducation, mais c'est aussi de ce qui était dit dans le film, de la volonté politique ou de la volonté de rupture, ce qui est plus compliqué. Alors, je voudrais qu'on parle, Thierry, avec vous, de la féminisation de certaines professions. On l'a évoqué tout à l'heure. Franck Benamou l'a dit, par exemple, pour les métiers juridiques, il y a des vraies qualités. On voit aussi des professions qui se féminisent, la chirurgie, l'anesthésie. Juste une question que je vous pose. Est-ce que ça a pas rapport quand même à la capacité des filles, pas des femmes, là, parce qu'elles sont un peu plus jeunes, à réussir leurs études aujourd'hui plus que les autres? Alors bon, il y a c'est idiot ce que je dis, arrêtez-moi. Non, pas du tout. Non. D'abord, c'est très populaire de dire que les filles travaillent mieux à l'école que les garçons, donc vous prenez aucun risque à dire ça dans une salle comme celle-là, même si c'est sur le plan scientifique, ça peut encore beaucoup se discuter, mais pas ici. Autrement, il y a un homme au moins qui partira peut-être pas habillé de la salle. Vous êtes très fort. Vous. Donc il y a bien sûr que c'est probablement dû à leur choix. J'ai beaucoup cotisé pendant toutes ces années vu ma formation qui vient des sciences dures, pour aller dans des salles de classe et convaincre des jeunes filles de venir dans une carrière ou dans des formations scientifiques d'ingénieur ou de sciences dures. Et je reconnais que c'est difficile, mais peut-être que ça ne correspond pas obligatoirement à leur volonté, et à partir de là, il faut peut-être aussi la respecter, nonobstant l'ensemble des stéréotypes, des schémas, des choses qui sont là-dessus. Alors je vais maintenant, pour être un petit peu... Si je puis me permettre, il faut quand même reconnaître que les filles réussissent très bien parce qu'elles travaillent beaucoup plus que les garçons. Ah mais absolument. Voilà. À la question qui a été posée à Philippe Frémaux tout à l'heure, voilà, est-ce que les femmes gèrent mieux les entreprises? Il y a une très bonne étude de Stanford en Californie qui est sortie l'année dernière, donc en 2014, sur les femmes patronnes de start-up donc en Californie. La performance, alors mesurée par la méthode bête et méchante financière, mais il faut les excuser, ce sont des Américains, ils n'ont pas d'autres critères globaux comme ceux qui étaient cités par Philippe antérieurement. Eh bien, les femmes gèrent beaucoup mieux, c'est-à-dire, il n'y a pas photo, la performance est de plus de 25% supérieure à la moyenne de la performance des startups gérées par des hommes, pour deux raisons qui ont été identifiées. C'est l'une parce qu'elles sont plus disciplinées, et l'autre, c'est parce qu'elles sont plus prudentes. Donc, prudence et discipline, alors, je n'aime pas les stéréotypes, alors je ne sais pas si c'est particulièrement... féminin. Il y a mon amie Michèle Bussy qui est ici, je ne sais pas si elle est... On dira que c'est des qualités, pas des Si elle stéréotypes. est prudente et puis disciplinée. J'ai travaillé avec elle, donc j'en suis pas tellement sûr. Donc il y a bien un certain nombre de critères sur ce sujet-là. Alors après, chacun a son interprétation. Alors, sur le plan de la performance économique, de l'entreprise, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse ce soir, et dans la création d'entreprises, c'est vrai que Grenoble fonctionne bien. On en a parlé tout à l'heure, Oui. mais il y a une vraie pépinière d'entreprises. Alors, c'est dans le secteur technologique, dans le 2.0, qui sont créées par des femmes, qui se sont d'ailleurs organisées pour ça. Il y a un microclimat qui est plutôt favorable ici. Est-ce que GEM porte une part de responsabilité là-dedans, sur ces vocations? Tout en étant arrogant et prétentieux, je n'irai pas jusque-là parce que je n'en ai pas la preuve. GEM génère beaucoup de gens qui créent des entreprises, plus que la moyenne nationale. Ça a été mesuré par une équipe parisienne qui est là-dessus pour des quantités de raisons qui est probablement que les étudiants qui viennent à Grenoble trempent dans justement cet environnement et voient
ce que les sociologues ou des gens de chez nous ont identifié comme étant les légendes urbaines de la création d'entreprises. C'est-à-dire, tout le monde se dit « je suis Steve Jobs, je suis l'un des grands créateurs ». Alors vous avez raison, hein, oui, ou David Hewlett. Donc il y a à Grenoble, dans le secteur des technologies avancées, une part de femmes qui créent des entreprises de l'ordre de 15%, ce qui est bien supérieur à la moyenne dans d'autres parties de France, mais surtout d'Europe, là. Et puis si on prend l'ensemble des créations d'entreprises, tous secteurs confondus, là il y a aujourd'hui pratiquement 30% d'entreprises qui sont créées par des femmes. Donc il y a bien aujourd'hui, dans la création d'entreprises, il y a beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que je dirais que de regarder la performance des femmes en tête du CAC 40 ou bien des grandes entreprises américaines, de mon point de vue, ça ne fait pas avancer la cause. Pourquoi ? Le comportement et la manière de faire à ce niveau de hiérarchie dans une grande entreprise, c'est le board qui fait la loi. C'est des figures imposées, comme on dit au patin, et donc tous les individus, même un chien, se comporterait de la même manière, puisque le parcours... ben non, à part tenir les performances trimestrielles, à part faire tout ce qu'on vous demande, il n'y a pas un lieu de créativité. Et c'est pour ça que votre exemple... Hélène Kuhlmann vient de se faire virer du pont parce qu'elle était jugée justement trop prudente. Ah ben bien sûr, voilà. Donc ça ne fait que... Oui, ça renforce. Mais c'est bien dans la création d'entreprises que là, il y a beaucoup plus de capacité de créativité. Et là, effectivement, on s'aperçoit, comme on le fait depuis longtemps et comme... Elisabeth l'a dit un peu plus tôt, le comportement des femmes dans la gestion des équipes est notoirement différent dans les entreprises jeunes. Alors maintenant, une femme qui arrive dans le BTP, ce qui arrive, et ça a été mesuré par le syndicat du BTP, en particulier des femmes qui se retrouvent patronnes d'entreprises de BTP suite à la disparition prématurée de leur époux, et ben, elles ont un comportement qui est à peu près le même qu'avant. Pourquoi ? Mais parce que là aussi, il n'y a pas de 36 fantaisies qu'on peut se payer dans le moellon et dans le ciment. Alors, ma question s'adresse aux mecs, oui. Parce que c'est le mot qui a été employé tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas caché notre manque de motivation aussi derrière... on va dire, une simple évolution sémantique. On dit Madame la PDG, Madame la ministre, Madame la députée. Est-ce que finalement, on ne s'est pas dit on va régler le problème comme ça, et puis pour le reste, on verra plus tard? Alors, c'est fort probable. Le peu de sociologie que j'ai fait me disait quand même que le langage était le miroir de la culture. Donc, si le langage se féminise même par la force des choses, c'est le cas de le dire, il y a une évolution. Il ne faut pas comparer la situation de la France dans laquelle cette évolution est très récente. Il faut regarder ce qui se passe au Québec. Au Québec, où depuis maintenant pratiquement 50 ans, je pense, on a systématiquement obligé les individus dans les lettres de choisir une forme masculine ou une forme féminine et d'écrire en bas, pour tous ceux qui correspondent avec des Québécois, cette lettre est écrite en manière totalement féminisée parce que c'est un choix de la personne qui a écrit la lettre, etc., etc. Donc je pense que ce qui se passe au Québec est très intéressant parce que je pense que ça a été un autre élément qui a contribué à un traitement plus égalitaire. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés à l'égalité totale? J'en sais de rien. Mais si on ajoute la sémantique, plus les quotas, plus la loi et les règlements qui sont pris, eh bien, on ira définitivement en avant, même si notre collègue Benamou a 100 000 fois raison de dire qu'à force de protéger, à force de prendre des règles d'exception, ben on frise quelquefois certainement des comportements qui vont être excessifs dans l'autre sens ou réactifs, je ne sais pas comment dire. Voilà. Philippe, attendez, prenez un micro, bougez pas. Oui. Oui. Non, je voudrais dire juste un mot sur quand on veut caractériser la situation de la France, qui était votre question initiale. Il y a quand même une situation assez particulière en France, qui est de fait le fait qu'on n'est pas seulement pour des raisons pratiques liées à la disponibilité de modes de garde ou à des aides sociales particulières, mais dans la culture française, le fait pour une femme aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle
n'est pas quelque chose qui est considéré comme contradictoire avec le fait d'avoir des enfants. C'est-à-dire dans les valeurs de la société, la maternité et la réussite professionnelle ne sont pas considérées comme deux choses qui s'opposent. Et je dirais même, dans ce qui apparaît des enquêtes, c'est même considéré plutôt de manière positive. Et c'est ce qui explique notamment qu'en dépit de tous les obstacles qu'elles rencontrent, le fait que les femmes n'étant pas en situation de choisir entre les deux carrières, on est un des pays d'Europe aujourd'hui, notamment avec certains pays scandinaves, où le taux de fécondité est un taux relativement élevé. À la différence à la fois de certains pays d'Europe du Sud, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie et encore plus la Grèce, mais aussi des pays d'Europe du Nord, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, où de fait l'alternative est souvent posée et la femme qui travaille dans l'esprit populaire reste souvent finalement, la mauvaise mère potentielle. Et alors, je ne dis pas que c'est facile. Attention, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que dans la conscience collective qu'on a en France, c'est quelque chose qui est relativement qui est pensé positivement. Alors ensuite, ça n'empêche pas qu'on a plein de difficultés au quotidien. Voilà. Sauf que lorsqu'une femme s'arrête pour faire son enfant, parce qu'il faut bien qu'elle le pose, hein, eh bien, elle ne retrouve pas nécessairement le poste qu'elle avait avant. Et il faut dire que sa carrière va être cassée, que sa retraite va être amputée et qu'elle a toutes les difficultés du monde, je veux dire, à faire une véritable carrière quand elle a plus de 2 enfants. C'est pour ça que la loi de 2014 prévoit notamment également le partage du congé parental. Alors, on n'a pas détaillé la loi, mais effectivement. Je vais vous le rendre. Alors, on a décidé quand même qu'un des principes de cette soirée, c'était l'interactivité avec la salle. Je vais commencer tout de suite. D'abord, en donnant la parole à Emmanuel Carros. Bonsoir. Vous représentez Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui devait être avec nous, qui est coincé. Cela dit, on est très content de vous avoir aussi. Il y a une chose qui a été soulignée. Je reviens dessus quand même. Éric Piolle vient de chez HP. On va le voir tout à l'heure avec Laurence Commandeur. Il y a une vraie volonté concrète de parité chez HP, elle est concrète. Est-ce que finalement, ce que vous mettez en œuvre à la mairie, et parce qu'il y est très attaché, ça ne vient pas aussi un peu de là ? Oui, bonsoir. Je pense qu'on est tous attachés à la mairie dans ce qui concerne la majorité. Hein. Il y a autant d'adjoints que d'adjointes. Les groupes sont présidés par des coprésidents, un homme et une femme à chaque fois. Donc de toute façon, là-dessus, on est très rigoureux. Nous, à la ville de Grenoble, il nous fallait un outil pour travailler sur l'égalité femmes-hommes, et on pense l'avoir trouvé. Alors, on n'est pas les précurseurs, mais on a signé la charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Il y avait beaucoup de collectivités territoriales qui l'avaient signé avant Grenoble. Hein, le département, je pense que Brigitte, tu y étais pour quelque chose. La métro aussi l'a signé, et Grenoble ne l'avait pas signé. Et en fait, cette charte, elle est contraignante. Elle nous oblige en 2 ans à mettre un plan d'action pour déterminer déjà s'il y a des inégalités. Et oui, à la mairie, comme dans d'autres collectivités, comme dans la fonction publique, il y a des inégalités, même si techniquement les salaires sont les mêmes. Mais bon, les filières, on voit bien qu'elles sont toujours genrées. Donc, on a à faire ce point de départ. Et puis, de toute façon, en 2016, les mairies vont être obligées de faire un rapport de diagnostic comparé, voilà, qui nous permettra de voir si chaque année on évolue dans l'égalité, puisque les temps partiels imposés, bien souvent ce sont les femmes. Les carrières administratives, bien souvent, sont les femmes, alors que les carrières techniques sont les hommes. On sait très bien que c'est dans les carrières techniques qu'il y a plus de primes, parce que peut-être des horaires plus décalés, des histoires de pénibilité au travail, etc. Donc de fait, les salaires sont différents à cause des primes, même à grade égal. Donc l'inégalité, elle est aussi dans la fonction publique d'État, territoriale, etc. Voilà, j'aurais bien aimé juste réagir. Je suis un peu taquin. Mesdames, levez la main. On va se compter. Hop. Messieurs, levez la main maintenant. Ouais, il y a encore du boulot. Voilà. C'est symptomatique. Hein. C'est symptomatique encore, je pense, de tout ce qu'il y a à faire.
Oui, voilà. Sans doute, les hommes gardent les enfants. Oui, si c'est ça, c'est excusé. Moi, j'avais une question sur je prends ma casquette d'instituteur. Voilà, je suis instit en petite section de maternelle et je vois que mes élèves de 3 ans sont déjà très, très genrés. Et ça commence aussi par là quand même. Nous, éducateurs, dès le premier âge, on a à faire attention à comment on parle aux enfants. Quand un garçon réussit, qu'on lui dit c'est bien mon grand, on va pas dire à la fille c'est bien ma belle. Mais ça, on l'entend très souvent. On l'entend très souvent. Les livres de littérature de jeunesse, souvent il y a des horreurs. Hein. Je vous conseille la collection Petit Garçon. C'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique ce qu'on peut trouver dans les bibliothèques Ah oui, il faut les jeter à la poubelle, mais je ne suis pas pour les autodafés, mais je pense que oui, ceux-là, il faut les jeter à la poubelle. Il y a plein de choses comme ça. Donc, ça se travaille dès le plus jeune âge. Et quand tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient des qualités, dès le plus jeune âge, on en prend à une fille à être sérieuse, à pas trop s'agiter, à être douce, à être méticuleuse. Alors que le garçon, si il est un petit peu bouge et tout, il se bat dans la cour de récré, on le laisse un peu plus faire. Et je me demande quand même si c'est pas là aussi où du coup se créent des soi-disant qualités féminines ou masculines. C'est pas du tout naturel. C'est juste induit par nos comportements d'adultes, d'éducateurs, de parents. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Elisabeth Doud va vous répondre. Merci à vous. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir bien identifié ce phénomène en étant un professionnel sur le terrain, parce que moi, je suis convaincue qu'effectivement, la question du genre, la discrimination, elle commence là, tout petit. Vous n'avez pas parlé des jeux, vous pourrez parler des jeux à Noël, avec vous rentrez dans un magasin, c'est rose d'un côté, c'est bleu de l'autre, hein, etc., etc. Donc, on a effectivement, comme vous l'avez fort bien montré, déjà une société qui norme et qui va différencier tout petit. Merci beaucoup. Brigitte Perrier, je voulais juste vous poser une question. Vous vous êtes organisé, aujourd'hui il y a les femmes élues de l'Isère. C'était nécessaire qu'il y ait cette caractérisation, cette communication spécifique à ça? Il fallait qu'on en passe par là? Oui, c'est très sympa de me poser la question, surtout que cette semaine, nous allons fêter le 70e anniversaire de l'association qui s'est donc créée tout de suite après le premier vote des femmes. Et pourquoi? Parce que les femmes étaient extrêmement marginales en tant qu'élues dans les conseils municipaux et qu'elles ont voulu lutter contre leur isolement. Donc pourquoi aujourd'hui cette association vit toujours? Eh bien parce que comme ça a été dit aujourd'hui, même si on a tout un panel de lois, et en politique on peut dire qu'on est quand même assez exemplaire dans ce domaine, eh bien la parité et le partage des pouvoirs n'est toujours pas fait. Voilà, donc la parité dans le partage du pouvoir n'est toujours pas faite. Et donc, c'est notre challenge aujourd'hui. Et j'en dirai, si ça vous intéresse, je vous invite donc jeudi à 16h à la préfecture. Nous allons développer tout ça. Merci beaucoup. Je vais passer le micro juste derrière. Je vais juste donner un peu de poil à gratter aux politiques quand même, pour dire que quand vous dites on a été exemplaire, s'il y a un moyen de faire avancer quand même les choses, c'est quand même de lutter contre le cumul des mandats. Et on ne peut pas dire qu'ils n'y sont pas allés un peu à reculons. Vous en conviendrez. Voilà. Mais, on va y arriver. On va y arriver. Gardez votre tenue, gardez-le, je vous le donne. Laurence Commandeur, vous avez passé une bonne soirée, vous. On a beaucoup parlé d'HP, oui. On va en reparler encore un peu. Vous dirigez un service de ressources humaines chez HP à Grenoble. Votre président, Gérald Carsanti, est très engagé en France sur la parité, sur l'égalité professionnelle. Ce n'est pas que des mots, c'est une conviction qui est la sienne. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de conférences, beaucoup de propos. Et concrètement, dans l'entreprise, ça donne quoi? Et je voudrais qu'on parle avec vous de la parité sur des postes stratégiques et puis de l'égalité salariale, parce que c'est aussi une réalité chez HP aujourd'hui. Oui, tout à fait, Gilles. Mais c'est vrai que ce que je peux juste dire pour rebondir, c'est Bill, Packard et Dave ont toujours eu dans leur ADN et dans la construction de cette société l'idée que la mixité devait être au cœur de l'entreprise. Et Gérald Carsanti, le PDG France aujourd'hui, porte le flambeau de ces valeurs-là. Et il les a portés depuis le début en donnant confiance aux femmes qui hésitaient à effectivement postuler sur des postes à responsabilité, en leur disant
disant vous voulez toujours tout savoir, bien, parfaitement faire et tout gérer et tout maîtriser, apprenez à faire comme les hommes, c'est-à-dire à prendre un poste et pas savoir ce que vous allez y faire dedans. Et ça, il le dit dans des audiences où il y a effectivement 1000 personnes, enfin beaucoup d'employés réunis, et ça marque énormément les esprits et ça change les comportements. Donc on travaille effectivement au niveau des comportements et non pas des discours. On a signé donc au mois de février un accord d'égalité professionnelle dans lequel on n'a pas mis que les aspects salariaux. On a mis les aspects salariaux pour effectivement chaque année corriger les écarts. On a une méthode extrêmement compliquée que personne ne comprend, mais l'important c'est qu'à la fin du mois, sur les fiches de paye, eh bien l'écart se corrige. Et ça, les femmes en sont très reconnaissantes. Mais je dirais les hommes aussi, parce que sur le terrain de la culpabilité qu'on peut porter, voilà. Par ailleurs, recrutement à la base et aussi lien vie privée, vie professionnelle. On met énormément d'emphase là-dessus, avec la possibilité de faire du temps partiel, la possibilité d'avoir du temps partagé, c'est-à-dire avoir un job avec 2 personnes, et notamment on a des financiers qui sont hommes-femmes sur un temps partagé, parce que de plus en plus d'hommes aussi, aujourd'hui, veulent du temps libre pour s'occuper d'eux, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'autres choses. En tout cas, chez nous, c'est vraiment des choses qui sont monnaie courante, et j'ai souvent l'occasion de dire, dans cette entreprise, je ne me sens ni femme ni homme, mais humaine. Laurent, je reviens juste sur quelque chose que disait Philippe Frémaux, sur lequel je voudrais que vous réagissiez. C'est vrai, objectivement, que ce n'est pas parce que cette entreprise a été dirigée ni par Carly Fiorina ni par Meg Whitman que cette volonté d'égalité, de féminisation, de parité existe. Ça vient de bien plus loin et ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Et Gérald, de fait, ne fait que le relais d'une culture. Et je crois que c'est important ce que vous avez dit. C'est un travail quotidien, annuel, mensuel, annuel, enfin tout ce que vous voulez. Parce que eh bien, les choses peuvent régresser ou changer au fil du temps, au fil des gens qui changent. Les PDG tournent. Et donc, même si c'est dans notre culture, eh bien, voilà, il faut sans cesse. Et cet accord qu'on a signé, c'est un peu une manière, Gérald a voulu que ce soit gravé quelque part dans la constitution de l'entreprise pour qu'on n'oublie pas et qu'on avance avec ça. Merci beaucoup, Merci. Laurence. Merci à vous. Franck Benamou, on vous a vu dans le film tout à l'heure, vous dirigez le cabinet d'avocats VBA. Comment vous le vivez, vous, cette féminisation? Parce que vous l'avez dit, la féminisation de la profession, ça vous inquiète? Vous vous dites que c'est dans l'ordre des choses? Comment on le vit, ça, quand on est et patron et avocat? Au début, je voulais poser une question. Je ne pensais pas qu'on allait m'en poser moi-même. C'est moi qui pose des questions pour l'instant. Okay. Non, je ne vais surtout pas dire que ça m'inquiète. D'abord parce que ce ne serait pas le lieu. Puis en plus, ça ne serait pas vrai. J'ai expliqué pendant le reportage, enfin pendant l'interview, qu'il y avait de toute façon une réalité qui a été rappelée par Thierry Grange. Dans le monde du droit, les effectifs dans les promotions sont de l'ordre de 65-70%. Au bénéfice des femmes. Donc déjà, statistiquement, on a toutes les chances d'embaucher plutôt des femmes plutôt que des hommes. C'est statistique et c'est pas autrement. Et en ce qui concerne mon cabinet, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais nous sommes dans une proportion de 80-20. 80 pour les femmes, je rassure tout le monde. Donc on n'a pas attendu cette soirée pour être dans la recherche d'une forme de parité. Et c'était la question que je voulais poser. Donc et comme votre réponse est satisfaisante, j'ai consulté mon jury, de faire la transition. On entend parler beaucoup de parité, voire d'égalité ou d'égalitarisme même, qui est un mot déjà un petit peu décalé. Et je me demande s'il ne faudrait pas plutôt parler d'égalité des opportunités ou des chances. Parce qu'en réalité, et c'est un dada chez moi, forcer absolument le trait par soit de la réglementation, soit de la loi pour arriver à une forme d'égalitarisme, n'est pas forcément l'effet recherché. Et il me semble, moi, avoir compris que ce qui était d'abord souhaité, c'était bien une égalité des opportunités ou des chances, et qu'il n'y ait donc pas de discrimination. Non, le débat égalité des chances, égalité des possibles et égalité par la loi ne se tranche pas sur un oui ou non, ou blanc et noir. Je veux dire, on est... Si je me risquais, je dirais on est dans les nuances de gris. Encore, c'est une expression difficile maintenant. Mais je veux dire, c'est une question de limite. Et on est d'accord que les choses n'auraient pas bougé comme elles ont bougé si on n'avait pas établi la parité en politique. Et je pense que le fait que la loi de 2014 introduise de nouvelles règles pour les conseils d'administration des entreprises, pour les dirigeants, y compris dans l'économie sociale et solidaire,
dont on sait bien qu'elle fonctionne à la cooptation entre vieux mâles. Et donc, c'est très bien que dans l'économie sociale et solidaire, il y ait aussi cette contrainte qui soit établie pour les conseils d'administration des mutuelles. Bon, toutes ces choses-là, ça va dans le bon sens. En revanche, effectivement, il y a aussi des problèmes qu'on va finir par se poser. Le jour où à l'École nationale de la magistrature, il n'y a que des femmes qui réussiront le concours, on arrivera peut-être à se reposer la question de savoir s'il ne faut pas un quota pour les mecs, parce que ça peut être aussi souhaitable d'avoir une justice qui soit une justice où il y a une mixité de genre dans les tribunaux. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Anne-Laure Carrier, je suis chargée de l'égalité femmes-hommes à la métro. En fait, votre réponse correspond tout à fait à la question qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure. On parle beaucoup de féminisation des métiers masculins, ce qui permet donc aux femmes finalement d'accéder à ce que des hommes pouvaient avoir. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est la masculinisation des métiers traditionnellement féminins. C'est aussi une question de vase communicant parce que forcément, si on veut que les femmes accèdent à des métiers haut placés, il faut aussi qu'il y ait des hommes qui occupent les emplois qu'elles occupaient auparavant ou les fonctions à la maison qu'elles occupaient auparavant. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on n'est pas dans une logique de vase communicant. Ce que j'ai essayé d'expliquer, mais le temps nous manque là. C'est que la façon dont les femmes aussi pénètrent certaines professions hautement qualifiées tient aussi au fait que ce sont souvent des professions en développement et qu'elles prennent une part importante du développement du potentiel de développement de ces emplois. Là où vous avez raison, c'est que certains emplois féminins à 98% sont uniquement effectivement occupés par des femmes, bien qu'ils aient connu un grand développement. Parce que le paradoxe, c'est que la montée de l'emploi féminin s'est traduite par exemple par la très forte progression du nombre d'assistantes maternelles, qui est une des professions dont les effectifs se sont les plus accrus au cours des 20 dernières années. Et assistantes maternelles, on est à 99% de femmes. Je serais curieux d'ailleurs de rencontrer les 1% d'hommes qui exercent cette profession. Bon, vous en connaissez, bon, pas très bien. Ça me rassure. Bon. Et donc, mais là, on a effectivement tout ce qu'on a dit. C'est qu'on est de fait à la fois dans les stéréotypes de compétences et on a aussi des facteurs de dévalorisation. Je veux dire, dans l'aide à domicile, c'est spectaculaire de voir à quel point des professions qui, à mes yeux, ont une qualification extrêmement importante, sont aujourd'hui considérées comme des emplois de service non qualifiés. Et on a beaucoup de mal à faire reconnaître que les diplômes qui pourtant sont établis dans ces domaines, la reconnaissance des qualifications, aussi parce que ça coûte plus cher. Et comme l'a dit votre présidente tout à l'heure, ça coûte plus cher et que dans une perspective par exemple, toutes les associations d'aide à domicile sont aujourd'hui dans un régime d'injonction paradoxale de la part des départements qui d'un côté leur disent ça serait bien que vos personnels montent en puissance, voient reconnaître les diplômes, etc. Et dans le même temps, ils serrent le kiki sur les dépenses d'APA, ce qui fait que les associations font faillite si elles emploient un personnel trop qualifié. Ou en tout cas, pas trop qualifié, mais oh là là, qu'est-ce que je dis, à la qualification réellement reconnue. Voilà. Vous n'avez pas fini de poser votre question. Si, c'était ça. Alors moi, je rajouterai quelque chose, si ça vous ennuie pas. Elle est bien, parce qu'elle fait la question, la réponse, c'est... Concernant, on va dire, ce flux migratoire des hommes sur des emplois typés féminins et inversement des femmes sur des emplois typés masculins, à égalité, si vous voulez, à égalité de qualification. C'est quelque chose qui est assez intéressant puisque c'est considéré comme étant une voie vers l'amélioration des relations entre les hommes et les femmes dans les entreprises parce que ça va apporter beaucoup plus de tolérance dans la manière dont on regarde, on se représente l'autre. De voir une femme réussir sur un poste, par exemple, d'ingénieur, pour un homme ingénieur, ça va lui démontrer que finalement, effectivement, la femme est capable de le faire. Voir un homme réussir sur un poste de sage-femme pour une sage-femme femme, ça va lui montrer qu'effectivement, les hommes peuvent développer aussi des qualités dans le domaine du care. Donc, ces flux migratoires qui sont en observation, on ne sait pas encore.
Bah oui, mais bon, sage-femme, il y a des hommes de plus en plus qui passent le concours et qui sont... Oui, mais enfin là, on est déjà dans les petits métiers. Moi, je parle des métiers à qualification. Hein. Voilà. Donc, il y a les deux. Thierry. Juste pour l'impact et l'efficacité du flux migratoire de femmes dans des métiers dits masculinisés. 2 remarques. La première, il y a des métiers où il y a beaucoup d'hommes, mais ils ne sont pas particulièrement masculins. C'est historique. C'est à la grande époque où il y avait peu de femmes qui travaillaient, on va dire, dans l'industrie, pratiquement au 19e siècle et au début du 20e. Et on dit qu'ils sont masculinisés. Mais il n'y a rien de masculin ou de typiquement masculin, si tant est qu'on puisse le définir. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais si tant est qu'on essaye de le définir. En revanche, il y a une très bonne étude qui a été faite par l'UIMM, le syndicat professionnel des industries mécaniques et métallurgiques, qui montre que la féminisation des ateliers où il n'y avait pratiquement que des hommes a un impact positif direct, d'une part, sur les conditions de travail immédiatement, puisque les femmes font respecter toute une série de conditions de travail. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout le monde peut essayer d'imaginer aussi bien des questions d'hygiène que des questions de comportement, bien entendu. Et deuxièmement, l'amélioration des conditions de travail crée une amélioration de la qualité intrinsèque des produits qui sont fabriqués par ricochet. Donc, dans ce sens-là, ça a été mesuré, parce que ça date maintenant ça date de la guerre de 14, les munitionnettes, c'est là qu'il y a eu le grand flux migratoire. Et depuis cette époque, on connaît les vertus du dispositif. Je me permets de vous contredire, parce que c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, si vous regardez les emplois féminins dans le monde ouvrier, ils étaient très nombreux au 19e siècle, et ils étaient peu nombreux dans certains secteurs particuliers. C'est vrai que dans la métallurgie, ils étaient peu nombreux. Mais si vous prenez par exemple textile, cuir, chaussures, l'assemblage, et encore récemment, avant qu'effectivement l'essor de l'électronique automatisée change de chose, tous les métiers d'assemblage de l'industrie, dans l'électronique, dans la construction électrique, et Grenoble le sait bien, on avait énormément d'emplois féminins. Et en fait, c'est la disparition des OS, en grande partie, qui s'est traduit, ou les délocalisations, donc Polytechnique ou délocalisation, qui ont réduit une grande partie de ces emplois féminins de l'industrie, plus que le fait que... Bon, alors en revanche, dans la métallurgie, dans toute une partie de la chimie, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que le taux d'emploi féminin était plus élevé en 1900 qu'il ne l'a été en 1950. Parce que les femmes bossaient de manière contrainte parce qu'ils avaient tellement peu de revenus. Et l'élévation du niveau de vie et de la productivité a fait qu'il y a eu parfois, de fait, des baisses des taux d'activité féminin. Et avec les années 60, on a commencé à avoir une montée des taux d'activité féminin, mais qui s'est inscrit à la fois dans la recherche du revenu, évidemment, mais aussi dans la recherche de l'autonomie, de l'affirmation, bon, tout ce que vous connaissez. Merci beaucoup. On va prendre une question. On va en prendre encore une ou deux. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis une femme cadre chez Schneider Electric et je suis aussi présidente d'une commission égalité professionnelle. Donc moi, j'ai un premier commentaire sur les interventions jusqu'à maintenant. C'est qu'en tant que femme cadre chez Schneider Electric, parce que vous voyez, on est une commission égalité professionnelle avec des hommes et des femmes, je me retrouve très peu dans les propos qui ont été tenus ce soir. Il y a beaucoup de femmes qui ont progressé. Schneider Electric a eu le premier accord égalité professionnelle signé en 2004. Donc ça fait 11 ans qu'on a un accord égalité professionnelle qui était les meilleurs de sa branche. Donc je pense que déjà il faut travailler en réseau. Donc s'il y a des femmes dans cette salle qui sont en entreprise, qui veulent avoir des modèles d'accord égalité professionnelle, venez me voir, il n'y aura pas de souci, on partagera. Et je pense que c'est aussi ça qui va faire avancer l'égalité dans les entreprises. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, je pense que comme chez nous, quand je pense comme chez HP, nous avons des RH qui communiquent très très bien à l'extérieur de l'entreprise. Et nous sommes des salariés femmes et hommes qui, en fait, vivons au quotidien l'égalité professionnelle. Donc je pense que dans l'entreprise aussi, il faut faire très attention dans la communication externe que peuvent faire des grands groupes comme le nôtre et ce que vivent réellement les salariés et eux dans l'entreprise. Donc je pense aussi qu'il faut que les femmes aujourd'hui soient plus assertives et notamment dans les égalités professionnelles dans l'entreprise, se prennent en main et prennent leur place parce qu'aujourd'hui, chez nous, comme dans les grands groupes, eh bien, les grands groupes en fait, font avancer l'égalité professionnelle parce que les lois de l'égalité existent. S'il n'y avait pas de loi, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est important effectivement qu'on se retrouve dans cette égalité professionnelle et surtout aujourd'hui en bonne féministe pour les hommes et les femmes.
aujourd'hui l'aspect parentalité dans l'entreprise. Nous, on a plein de jeunes ingénieurs, femmes et hommes aujourd'hui, qui veulent prendre leur place. Donc, pour répondre au monsieur, pour dire « Ah, il y a moins d'hommes ce soir », eh bien, nous, on a des hommes qui ont pris leur place, donc ils s'occupent de nos enfants, qui en ce moment leur font à manger, et sûrement les devoirs sont faits, et qui assument complètement en fait, ce rôle de père. Donc, je pense qu'aussi, c'est aussi aux femmes à travailler, et je veux tenir ce discours constructif et positif, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de négatifs. Voilà. Et ma question qui était, j'étais venue donc, à cette conférence qui avait pour thème donc, loi 4 août 2014, contraintes supplémentaires dans les entreprises ou possibilité d'optimisation des ressources humaines. J'aimerais demander aux personnes donc, qui sont sur l'estrade, quelle est leur réponse? Bien, écoutez, merci déjà de nous avoir éclairé sur le fait que dans Grenoble, il existe une entreprise de haut niveau, exemplaire, et qui a tellement exemplaire que vous êtes venu défendre la question. Donc c'est parfait, mais on n'a jamais dit que toutes les entreprises étaient telles qu'on l'a présentée. Moi, en tout cas, en tant que chercheur, quand je parle de manière significative, c'est-à-dire que c'est une majorité de gens qui sont représentatifs de la question. Mais il y a des gens qui ne rentrent pas dans cette catégorie, dont Schneider, apparemment. Donc ça, c'est une très bonne chose. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est très bien, bravo. Non, mais non, madame, mais elle va répondre. Elle va répondre. Oui, c'était parfait. Non, mais voilà. Non, moi je dis c'est parfait d'entendre, j'allais dire, quelqu'un d'une entreprise, une femme revendiquer justement d'être bien traitée, d'avoir pu faire carrière, d'être reconnue dans son travail. Bon, parfait. Alors maintenant, vous voulez savoir quelle est la réponse à la question que vous avez. Vous pouvez la reposer rapidement parce que j'ai oublié. Là. Attendez, on va vous redonner un micro. C'est sur la loi de 2014. Attendez, on va vous donner un micro. Vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà. Je veux juste savoir que donc le sujet de la conférence était loi 4 août 2014. Donc je pense avoir un petit débrief ou un petit rappel sur la loi 2014. La question était contraintes supplémentaires pour les entreprises ou possibilité d'optimisation des ressources humaines. J'aurais voulu avoir donc à vous trois écoutez, votre moi, réponse. Je vais déjà répondre pour ceux que je connais, puisque je suis SUIS, un certain nombre d'entreprises qui ont accepté de travailler avec moi sur cette question-là, notamment quelques grands groupes, mais pas Schneider, malheureusement. Et je peux vous dire que c'est en cours, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui avancent, notamment déjà dans le cadre des négociations salariales qui se sont passées au mois de décembre et de janvier. Bon, c'est pas pour autant qu'après, on a un passage aux actes au niveau des comportements. Pourquoi ? Parce que il y a nécessité d'être engagé notamment au niveau des managers pour aller dans le sens, si vous voulez, d'une charte, de la mise en œuvre d'une charte et de la mise en œuvre d'un plan d'action pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, petit à petit, il y a ici ou là, effectivement, des plans d'action qui se font. Après, c'est une bonne chose de savoir que chez vous, il y a déjà des choses qui ont une antériorité. Et maintenant, Philippe Frémaux va répondre à votre question. Je pense que si on veut être de bonne foi, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui en creux répondaient quand même à votre question dans ce qui a été dit. C'est-à-dire que d'une part, sur l'articulation entre ce que fait la norme et ce qui relève de l'évolution des mentalités. Et là, on est clairement dans la poule et l'œuf. C'est-à-dire que la norme seule, effectivement, ne suffit pas à faire changer les mentalités, mais les mentalités ne changeront pas s'il n'y a pas l'affirmation dans la norme qu'il est souhaitable que l'égalité réelle soit effectivement mise en place. Et de ce point de vue-là, les dispositions que prévoit la loi de 2014, qui n'est pas seulement justement une loi sur l'égalité professionnelle de l'entreprise, mais qui se pose aussi la question à travers de toute une série de points de détail. Alors on peut penser qu'elle ne va pas assez loin, mais aussi de toute une série de détails dans d'autres sphères de la vie des femmes qui facilitent de fait ensuite l'égalité professionnelle dans la vie professionnelle. Et moi, c'est là-dessus que j'ai voulu insister, c'est que vous l'avez dit très bien, si vous avez la chance d'avoir dressé votre compagnon de telle manière qu'effectivement il est en train de s'occuper. Bon, ouais. Et si c'est dressé tout seul, si vous l'avez choisi déjà dressé, c'est parfait. Mais vous savez bien aussi que ce n'est pas malheureusement ce que vivent énormément de femmes. Donc on est sur des situations où les enjeux qui relèvent de différentes sphères de la vie sont évidemment mêlés. Et de ce point de vue-là, la loi va dans ce sens. Alors ensuite, que sur le terrain,
ça ne se traduise pas immédiatement par un changement, par un coup de baguette magique, c'est évident, même si, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre d'accords, et ça fixe en tout cas, ça fixe un horizon, et il y a des choses qui avancent. C'est ce qu'on a dit aussi sur la pénétration des femmes dans de nombreux métiers. Pour faire un commentaire sur le commentaire, c'est obligatoirement une loi en plus parce que nous sommes un pays de droit et qui aime beaucoup légiférer. Nous sommes un des plus grands producteurs européens de lois, donc c'est dans notre tradition, ça ne pouvait pas être autrement. Mais ce n'est pas une contrainte pour l'entreprise pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'entreprise des temps modernes a besoin de beaucoup de compétences très spécifiques et qu'il n'y a pas assez de garçons pour les remplir, pour prendre vraiment une statistique démographique imbécile. Et donc, il faut obligatoirement avoir des femmes et des jeunes filles qui prennent les jobs. Donc, de toute façon, l'embauche se fait avec la loi ou sans la loi. Simplement, comme nous sommes en France, comme je l'ai dit, par la loi, cela va sans dire. Deuxièmement, ce n'est pas une contrainte, mais il y a une petite condition pour que ça n'en soit pas une. Il faut revenir là aux grands chercheurs et aux grands théoriciens du management, comme Peter Drucker, qui a montré que parce qu'il a répondu à cette question en 1973 aux États-Unis, lorsque le mouvement féministe No, N-O-W, l'avait interrogé sur ce sujet-là. Et là, il a montré, il a dit, si on féminise en prenant une femme à la place d'un homme parce que c'est obligatoire ou parce que c'est à la mode, on gagnera rien, puisqu'il y a une personne qui aura un job en disant, bon, je l'ai eu par la loi. En revanche, il dit, si on essaye de comprendre tout ce que le comportement spécifique des femmes, ce qu'il avait fait accuser d'être sexiste, a de particulièrement efficaces dans leur travail, à ce moment-là, l'organisation de l'entreprise va s'adapter en intégrant cette nouvelle ressource et elle va progresser ainsi. Un peu comme dans la métallurgie, en faisant rentrer des femmes dans les ateliers, on a progressé parce qu'elles ont obligé les hommes à se tenir un petit peu mieux et à être un peu plus attentifs à leur travail et moins à d'autres choses. En fait, on peut dire que le fait d'être attentif aux autres, quand c'est des femmes, se traduit, et simplement, ça se traduit tout simplement pour... Quand on est attentif à tout le monde, c'est plus efficace comme mode de management. Voilà. C'est du bon sens. Merci à vous. J'avais promis de rendre à 20h05. On est dans les temps. Il faut une dernière question. Une toute dernière pour la route. Ça fait 3 là. Je fais quoi moi? La plus courte. Bon, alors à la demande générale, je les prends toutes les 3, mais il va falloir que vous fassiez un effort. Hein. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis retraitée après 43 ans de carrière en tant qu'éducatrice spécialisée. J'ai eu 3 enfants, j'ai toujours travaillé à temps plein. J'ai eu un mari peut-être bien dressé, mais en tous les cas assez partageur pour que ça se passe bien. Bon, je ne me permettrai pas d'être en désaccord avec ce qui a été dit, parce que je le partage globalement. Toutefois, il me semble qu'on ne peut pas exonérer les femmes de l'inégalité éventuelle. Je pense qu'on a notre part et qu'il faut qu'on s'en saisisse. Je suis également conseiller prud'homme et je pense qu'il y a un rôle important à tenir dans les entreprises par les élus, par les délégués du personnel, par les gens des CHSCT, par les gens des CE, parce que les lois sont faites pour être mises en application et que le salarié isolé ne peut pas forcément faire ce travail-là. Donc, malheureusement, les syndicats n'ont pas toujours bonne presse, mais pourtant, il me semble que c'est un moteur indispensable. Merci de votre témoignage, madame. Une dernière intervention. Oui, si, voilà. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. J'interviens à titre personnel, disons. Oui, enfin, ce que j'ai pu remarquer, je voulais demander à notre chercheuse de ce soir je ne sais pas si elle travaille uniquement sur les relations hommes-femmes dans le monde du travail ou aussi au niveau culturel. Disons que moi j'ai 50 ans, une cinquantaine d'années, dans la génération de ma mère ou dans ma génération à moi, on a été fortement marqué par, disons, un certain militantisme féministe. Et sans doute que dans l'éducation de mes filles, ça s'est vu. Néanmoins, je vois aujourd'hui énormément de femmes d'une trentaine d'années, 25-30 ans, qui jouent vraiment les stéréotypes de genre dans l'achat des jouets de leurs enfants, dans la façon d'élever leurs enfants, dans leur rapport au travail.
récemment, je parlais du comportement dans la police et dans l'armée pour les femmes. Et on m'a renvoyé comme si les femmes n'étaient pas traitées comme les hommes en temps de guerre. Et ça m'amène à beaucoup réfléchir sur les générations qui suivent. Et je voulais savoir si vous aviez noté quelque chose à ce niveau-là. Alors, Merci c'est ce qu'on appelle la génération Y qui arrive. Et cette génération fait l'objet de pas mal d'études en sociologie. Alors, on constate, si vous voulez, un certain nombre de paradoxes. Du côté des relations entre les garçons et les filles, par exemple, il y a une équivalence, on va dire, une égalité comportementale qui se fait très jeune. On le voit bien sur les bancs de l'université, par exemple, où on a vraiment des relations qui semblent tout à fait à égalité et où cette question, si vous voulez, d'inégalité de traitement, des fois, je vois quand je fais mes cours avec les étudiants en troisième année, voire même en master, ils me regardent d'un air de dire que je viens de l'ancien temps. Donc, ça, c'est un premier pas. Il semblerait qu'ils aient, de manière tout à fait naturelle, une évolution dans les relations entre les uns et les autres. Par contre, on constate, si vous voulez, qu'il y a une perte de prise de conscience de la part des filles, notamment, des avantages acquis durement par leur mère et leur grand-mère sur le plan sociétal. Et là, elles ne se rendent absolument pas compte que ce n'est pas quelque chose qui est gagné à vie. Donc, il y a un désengagement de la part de ces jeunes filles dans beaucoup de domaines, pensant que c'est quelque chose qui est acquis. On ne va même pas se poser la question, c'est acquis. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose d'assez difficile. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, parce qu'il y a effectivement une évolution dans les relations entre les garçons et les filles, plus égalitaire, notamment au niveau de la répartition des rôles, et des rôles ménagers, par exemple. On voit bien quand ils vivent ensemble, le garçon fait la cuisine autant que la fille, il fait le ménage. Mais par ailleurs, au début, voilà. Alors, est-ce que la société, ensuite, ne va pas reprendre, finalement, son poids sur le comportement de domination ? Mais surtout, c'est que les filles ont perdu leur vigilance. Voilà. Et ça, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais c'est un vrai problème. On va prendre une dernière intervention, parce que je vois le monsieur de la sécurité qui commence à tourner, c'est pas bon signe. Non, ce n'est pas une question. Allez-y, je vous en prie. Voilà, ce n'est pas une question, c'est juste un petit témoignage. Thierry Bataille, je travaille à MCAE, qui est un fonds territorial de France Active. Je voulais vous parler, simplement vous dire, sur la création d'entreprises par les femmes. On constate que d'abord, les femmes créent 4 ans plus tard que les hommes. On a fait une petite étude sur notre fichier. 4 ans plus tard. Par contre, que leurs plans de financement sont beaucoup moins élevés que les hommes. Par contre, que le taux de pérennité des femmes chefs d'entreprise, c'est 2 points de plus que les hommes. Et que nous sommes passés, ça sera la dernière information, que nous sommes passés en 5 ans de 36% de femmes créatrices à aujourd'hui 47% de femmes créatrices. Donc il y a vraiment une très grande évolution de la création d'entreprises chez les femmes. Pour ça, on a des outils financiers qui sont le fonds de garantie à l'initiative des femmes. Et ça, c'est une chose assez formidable parce qu'un des freins principaux sur lequel il faut travailler, c'est la réticence des banques à aller financer des projets portés par les femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vais laisser dans quelques secondes la parole à la présidente, parce que quand même, c'est à elle de conclure. Je voudrais remercier en mon nom et en votre nom, si vous êtes d'accord, nos 3 intervenants, Elisabeth Doutre, Philippe Frémaux, Thierry Grange. Je voudrais remercier... Je voudrais remercier toute l'équipe du CIDFF, à l'accueil, les micros, pour le boulot qu'elles ont fait, et puis Michel Bussy aussi, pour sa confiance. Merci à vous, bonsoir, et je donne la parole à la présidente qui arrive sur l'escalier, donc je meuble pendant ce temps-là, mais ça va bien se passer, allez pas tomber. Voilà, mesdames, messieurs, la présidente du CIDFF, que vous pouvez applaudir encore une fois. Donc moi, je vais être très brève. Ça prendra, Monsieur Touraine, moins d'1 minute. Deux remarques. D'abord, j'ai été
comme toute l'équipe du CEDEF, donc ravie de cette conférence et puis des échanges qu'on a pu avoir. Alors moi, je ferai deux observations. La première, donc plus généralement sur la question de l'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle, parler d'égalité professionnelle, vouloir introduire l'égalité professionnelle, eh bien, on voit que ça bouscule l'ordre établi, que c'est une façon de penser la société autrement, et penser la société autrement dans l'intérêt des femmes, mais aussi dans l'intérêt des hommes. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et ce qui compte finalement le plus, c'est que la société fonctionne mieux avec les femmes et avec les hommes. Deuxième observation, alors plus concernant les choix, je pense qu'effectivement, il est important de développer chez les filles la culture du choix. Ce qui veut dire que, et la culture des choix dans toutes les strates de la société, que ce soit dans la petite enfance, dans les structures de petite enfance, que ce soit à l'école, au collège, au lycée. Il y a un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens. Notamment, on intervient en tant que CIDF dans les établissements scolaires, mais aussi dans les familles. Je ne me souviens plus de quelle femme chef d'entreprise américaine, je me demande si ce n'était pas la vice-présidente de Facebook, quelque chose comme ça, qui disait il faut que les femmes sachent prendre leur place à table. Voilà. Oui. Oui. Voilà, merci encore à tous pour votre participation.